Les canons allemands déchirèrent la nuit, leurs obus s'écrasant contre la coque fragilisée du HMS Seal. Prisonnier des eaux étroites du Kattegat, ce détroit qui sépare le Danemark de la Suède, le grand submersible britannique tanguait impuissant sous le déluge. Sur le kiosque, le lieutenant-commandeur Rupert Lonsdale se tenait droit, le visage fermé, observant son navire se désagréger autour de lui. Ses mitrailleuses Lewis, seule arme de défense en surface, s'étaient enrayées l'une après l'autre. Au-dessus, des hydravions allemands Arado tournaient comme des vautours, préparant de nouvelles passes d'attaque sous ce ciel de mai 1940, déjà zébré de fumée. Mais Lonsdale savait que le véritable péril n'était pas dans l'air. Deux charges de profondeur, dissimulées dans des compartiments inondés, menaçaient d'exploser à la moindre plongée dépassant les 15 mètres. L'histoire avait commencé quelques mois plus tôt, loin de ces eaux glacées. Le 4 août 1939, le HMS Seal quittait les rives de Grande-Bretagne pour son premier déploiement. Construit l'année précédente dans les arsenaux de Chatham, ce sous-marin long de près de 90 mètres appartenait à une nouvelle génération dite classe Grampus, spécialisée dans le mouillage de mines. Il devait rejoindre deux navires frères, le HMS Grampus et le HMS Rorqual, destinés à opérer en Extrême-Orient. Aux commandes se trouvait Rupert Philip Lonsdale, marin professionnel enrôlé dès l'âge de 14 ans. Déjà vétéran de plusieurs unités sous-marines, c'était un officier méthodique, réputé pour son sang-froid. À bord, tout paraissait prêt pour une carrière honorable. Le Seal emportait 50 mines Mark XVI, capables d'être déployées discrètement par une trappe arrière, innovation qui permettait de miner les eaux ennemies sans avoir à remonter en surface. L'arsenal du navire ne s'arrêtait pas là. 6 tubes lance-torpilles de 531 mm, un canon de pont de 4 pouces, 2 mitrailleuses démontables. Un outil de guerre complet, pensé pour frapper vite, puis disparaître dans le silence. Mais le 3 septembre 1939, tout bascula. Alors que le Seal atteignait Aden, au débouché de la mer Rouge, un message urgent arriva. L'Allemagne avait envahi la Pologne. Londres déclarait la guerre. En quelques heures, la mission vers l'Asie fut annulée. L'amirauté ordonna de surveiller la mer Rouge, craignant que Mussolini, officiellement neutre, ne soutienne déjà les U-boots dans l'ombre. Les jeunes marins passèrent brutalement d'une croisière d'endurance à une patrouille de guerre. Silence total, lumières éteintes, télégrammes chiffrés, l'apprentissage du conflit commençait. Après 2 semaines sous tension dans le détroit de Bab el-Mandeb, l'équipage fut redéployé vers le bassin méditerranéen, escortant un destroyer endommagé avant de regagner le Royaume-Uni. Puis vinrent les missions dans la mer du Nord. Là, sous un hiver glacial, les hommes affrontèrent une guerre de patience et de nerfs. Les cars, passés transis dans la tour de veille, scrutaient un horizon uniforme, toujours menacé de torpilles ou de bombardements. En avril 1940, Hitler lança son offensive contre la Norvège. L'amirauté britannique dépêcha aussitôt ses submersibles sur ses côtes stratégiques. Le Seal, sous l'impulsion de Lonsdale, osa une incursion audacieuse dans le fjord de Stavanger. Usant du sonar primitif ASDIC, il guida son navire à travers les pièges rocheux jusqu'au port. Là, pourtant, frustration, toutes les unités aperçues arborèrent des pavillons neutres. Londres refusa d'autoriser l'attaque d'aérodromes ou de voies ferrées. Le capitaine dut rebrousser chemin. Le retour fut périlleux. Une torpille allemande passa à quelques mètres seulement. Malgré ses frayeurs, la discipline restait exemplaire. À leur arrivée à Rosyth, l'amiral Horton, chef de la flotte sous-marine, les accueillit d'abord avec ironie. « Votre bâtiment est trop propre pour avoir vraiment combattu. » Mais après lecture du journal de bord, il reconnut la valeur de l'équipage. Le répit fut bref. Le 29 avril 1940, le Seal reçut un ordre qui allait le mener au bord de la destruction, l'opération FD7. Objectif : miner les routes par lesquelles transitait le précieux minerai de fer suédois vers l'Allemagne, via le Kattegat et le Skagerrak, détroits peu profonds et truffés de patrouilles. Nombreux étaient les officiers à juger l'idée suicidaire. Horton, pourtant, insista. Paralyser l'approvisionnement en fer nazi justifiait tous les risques. Quittant Immingham avec 50 mines à bord, les 59 hommes du Seal savaient que cette mission ne ressemblait à aucune autre. 3 jours plus tard, ils croisèrent le HMS Narwhal, rentrant victorieux. L'exemple galvanisa les marins. Le 4 mai, au petit matin, un hydravion allemand détecta la silhouette du sous-marin.
Lonsdale ordonna une plongée d'urgence à 27 mètres, attaque évitée de peu, mais l'ennemi était désormais en alerte. Quelques heures plus tard, sous une tension extrême, l'équipage parvint à mouiller toutes les mines, dans un silence oppressant. Opération réussie. Rester à découvert, en revanche, signifiait traverser un champ de chasse grouillant de corvettes et de vedettes rapides ennemies. Lonsdale opta alors pour une manœuvre de survie. Poser le navire sur le fond, moteur coupé, en attendant la nuit. C'était compté sans un hasard cruel. La manœuvre qui devait les sauver scella presque leur destin. En se laissant glisser vers le fond, les marins ignoraient qu'ils pénétraient dans un champ de mines allemands non répertoriés. Vers 18h30, un câble d'acier accrocha l'un des plans de profondeur. La mine, entraînée par le courant, vint heurter la poupe. L'explosion secoua tout le navire. Un fracas assourdissant. Une onde de choc qui projeta les hommes contre les cloisons et fit voler vaisselle et rations du soir. 2 compartiments arrière furent inondés en quelques secondes. Dans le tumulte, 2 marins faillirent être piégés, mais réussirent à rejoindre le central. Étrangement, aucune patrouille ennemie ne sembla remarquer l'écho de la déflagration. Mais pour l'équipage du Seal, la catastrophe était là. Le gouvernail ne répondait plus. L'arrière reposait lourdement dans la vase, moteur et système de direction inopérants. Le silence qui suivit fut terrible. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, l'air devint irrespirable. Dans ce cercueil d'acier, l'oxygène s'épuisait vite, remplacé par du dioxyde de carbone qui faisait tourner les têtes et alourdissait chaque respiration. Le moindre geste devenait un effort douloureux. Les hommes savaient qu'ils ne pouvaient ni remonter de jour, proie facile des avions ennemis, ni demeurer bien longtemps ainsi. La nuit advint, mais avec elle, les nerfs commencèrent à lâcher. Les lampes de secours baignaient les compartiments d'une lumière jaunâtre, fantomatique. Plusieurs marins, pris de vertige, s'effondraient. D'autres déliraient. Le métal lui-même semblait gémir sous la pression. Vers 22h30, Lonsdale tenta la première remontée. Les ballastes furent soufflés, les moteurs enclenchés. Rien à faire. La poupe, aspirée par la vase, retenait obstinément le bâtiment. L'échec fut vécu comme une condamnation. À mesure que les heures s'étiraient, les visages prenaient une teinte cireuse. Les yeux injectés de sang, les lèvres sèches, beaucoup n'avaient plus la force de parler. Le commandant, fidèle à sa réputation de calme, réunit ce qui restait de volontaires. Certains proposèrent d'utiliser l'équipement individuel Davis pour s'échapper à la nage. Mais cela aurait condamné les derniers restés à bord. Ouvrir une trappe signifiait inonder le sous-marin entier. Alors, à 1h du matin, jour de ses 35 ans, Lonsdale rassembla son équipage dans la salle de contrôle. À voix étouffée, ils récitèrent ensemble le Notre Père. Dans cette atmosphère saturée de gaz, cette prière collective apporta un étrange répit. Un instant de fraternité, une bulle de dignité avant peut-être la fin. Après cette pause presque mystique, Lonsdale ordonna une dernière tentative. Pour augmenter la poussée, il fit larguer la lourde quille de sécurité, 11 tonnes de lest qui rendait impossible toute nouvelle plongée future, un choix irréversible. Puis il demanda aux survivants encore valides de se masser vers l'avant, espérant libérer la poupe du limon. Un ingénieur, cherchant désespérément une issue, découvrit une vanne de soufflage oubliée. En l'ouvrant, un dernier souffle d'air comprimé jaillit dans les ballastes. Alors, contre toute attente, le colosse d'acier frémit, se cabra légèrement, et rompit enfin ses entraves. À 1h30, le HMS Seal émergea à la surface, après plus de 23 heures de cauchemar. Quand les écoutilles s'ouvrirent, les marins se projetèrent dehors, la poitrine convulsée, avalant de grandes goulées d'air glacé comme s'ils renaissaient. Leur peau portait la marque de l'asphyxie, mais la vie les réinvestissait. La joie d'avoir survécu fut de courte durée. La poupe noyée rendait la manœuvre impossible. Les moteurs, encrassés de vase, perdèrent puissance et régularité. Le Seal ne pouvait ni plonger de nouveau, ni lutter contre un assaillant. Lonsdale prit sa décision, tenter coûte que coûte de rallier la Suède, à quelques milles seulement à l'est, et obtenir l'internement dans un port neutre. Avant cela, il fit jeter par-dessus bord tous les documents confidentiels et fit détruire l'Asdic pour que rien ne tombe aux mains ennemies. Mais quand il envoya son rapport à l'amirauté, il n'était déjà plus en mesure de recevoir les réponses. Les tables de chiffrement avaient été sacrifiées.
Les hommes se préparèrent donc à la dernière traversée, conscients de leur extrême fragilité. À peine avaient-ils mis le cap vers la côte suédoise qu'un nouvel ennemi surgit. À 2h30, la nuit fut transpercée par le grondement caractéristique d'un Arado 196. L'hydravion repéra aussitôt le submersible vulnérable et fondit sur lui. Des rafales et de petites bombes éventrèrent encore la coque déjà malmenée. Lonsdale ordonna hâtivement de remonter les mitrailleuses Lewis dans le kiosque. Mais d'autres appareils allemands se joignaient déjà à la curée. Un second Arado, puis un Heinkel. C'était une scène d'impuissance. Le sous-marin, sans profondeur pour se cacher, devenait un simple navire de surface, lourdement handicapé. Les servants aux armes tentèrent de riposter, mais les tourelles s'enrayaient, et bientôt, un marin fut blessé, puis un second. Le second du bord, Trevor Butler, reçut un éclat qui lui transperça la jambe. Il dut être descendu à l'intérieur pour soins de fortune. La gîte s'aggravait, un réservoir de ballast éventré laissant entrer davantage d'eau. Les moteurs hoquetaient, noyés de boue absorbée par les filtres. Tout indiquait la fin. Alors que l'aube blanchissait l'horizon, la réalité s'imposait. Il était impossible de continuer le combat. Certains marins, à bout de force, suppliaient leur capitaine de sauver ce qui pouvait l'être. La peur devenait panique. On craignait surtout le pire. Si le Seal sombrait au-delà de 15 mètres, les 2 charges sous-marines encore à bord exploseraient, anéantissant équipage et rescapés. Dans cette atmosphère de fin du monde, Lonsdale prit sa décision. De la cambuse, on sortit une nappe blanche. Fixée dans le vent, elle devint l'un des drapeaux de reddition les plus célèbres de la guerre navale. Les hydravions cessèrent aussitôt le feu. Par haut-parleur, un officier allemand intima l'ordre au capitaine britannique de venir à la nage. Lonsdale ôta son uniforme, plongea dans les eaux glaciales et fut hissé à bord d'un Arado. Peu après, son second le rejoignit. Les 2 officiers partirent comme prisonniers de guerre, tandis que l'équipage demeurait exposé sur le pont éventré, attendant la capture. À l'aube complète, une escorteur anti-sous-marin allemand, l'UJ-128, arriva sur zone. Son commandant, Otto Lang, envoya une équipe à bord du Seal. Ils trouvèrent un navire en loch, mais dépouillé de tout matériel sensible, les Britanniques avaient soigneusement détruit cryptographes et sonars. Contre toute attente, les Allemands réussirent à prendre le sous-marin en remorque jusqu'au port de Frederikshavn, au Danemark, puis vers Kiel. Le 11 mai, le Seal capturé fut présenté comme un trophée de guerre. Pour la propagande nazie, l'événement avait une valeur inestimable. Il s'agissait du premier sous-marin britannique capturé intact. Bien que le mastodonte fût trop endommagé pour être intégré réellement à la flotte, les ingénieurs allemands purent au moins examiner certains systèmes, notamment un détonateur de torpille jugé supérieur à leur propre modèle. Le Seal, rebaptisé UB, servit quelques mois d'unité d'entraînement, avant d'être abandonné comme inutilisable. Le HMS Seal ne reprit jamais la mer sous pavillon allemand. Rebaptisé un temps UB, l'ancien prédateur des mers servit brièvement de cobaye d'instruction avant que l'état de sa coque, trop gravement endommagé, ne le condamne au désarmement. En 1943, il fut laissé à quai, inutilisable. L'épopée du Seal s'arrêtait là, dans une semi-obscurité, simple trophée conservé par la Kriegsmarine. Pour les hommes, en revanche, l'histoire continuait. Après 5 années de captivité en Allemagne, nombre d'entre eux rentrèrent en 1945, amaigris mais vivants. Leur capitaine, Rupert Lonsdale, et son second, Trevor Butler, furent aussitôt convoqués devant une cour martiale. L'accusation était sévère. On reprochait à Lonsdale de ne pas avoir tué le navire plutôt que de le voir tomber intact aux mains de l'ennemi, et de s'être rendu sans combattre jusqu'au bout. Le tribunal posait la question centrale de toute guerre sous-marine. Vaut-il mieux mourir au fond avec son bâtiment ou sauver ses marins au prix de l'honneur militaire? Le procès attira l'attention. Certains voyaient dans Lonsdale un officier faillible, d'autres un chef humain qui avait choisi de préserver la vie de ses hommes. Butler, son second, fut acquitté presque aussitôt. Ses blessures et son statut subalterne l'exonéraient de toute responsabilité. Lonsdale, en revanche, resta seul face au juge. Son avocat fit alors valoir un argument inédit. Pendant presque 23 heures, l'équipage avait survécu dans une atmosphère saturée de dioxyde de carbone, provoquant maux de tête, désorientation, altération du jugement. Dans un tel contexte,
les décisions du capitaine ne pouvaient être évaluées avec la froideur habituelle. Les témoins de l'équipage confirmèrent ce vécu. Nombreux marins présentèrent des symptômes de délire, certains avaient perdu connaissance, d'autres ne se souvenaient pas clairement des événements. Impressionné par la loyauté des marins, venus volontiers témoigner en faveur de leur ancien commandant, le tribunal opta pour la clémence. Lonsdale fut acquitté et sa propre épée lui fut rendue, geste symbolique fort, signifiant que son honneur n'avait pas été brisé. Après la guerre, Lonsdale ne poursuivit pas sa carrière navale. Comme si l'épreuve du Kattegat avait marqué un point de rupture, il choisit une autre voie. Il prit les ordres religieux et devint pasteur anglican jusqu'à devenir chanoine. Cet homme qui avait connu l'angoisse du fond des mers guida ensuite les fidèles avec une sérénité tranquille. Il vécut longtemps, jusqu'en 1999, s'éteignant à l'âge de 93 ans. Ces anciens marins, pour beaucoup, conservèrent à son égard un mélange de respect et d'affection, eux qui savaient ce qu'ils devaient à ses choix, même controversés. L'histoire du HMS Seal demeure l'une des plus singulières de la Seconde Guerre mondiale. Rarement un sous-marin britannique avait été capturé intact, et plus rarement encore, un équipage avait frôlé la mort aussi longtemps dans les entrailles de son navire avant de remonter miraculeusement. C'est un récit fait de courage et de fragilité, d'erreurs et d'actes de foi, de technique et de spiritualité. Pour certains historiens, le Seal représente le dilemme éternel des marins, l'équilibre entre devoir militaire et survie humaine. Faut-il sacrifier tout, même ses hommes, pour empêcher l'ennemi de brandir une victoire symbolique? Ou bien sauver la chair et le sang de l'équipage, quitte à céder une parcelle d'orgueil national? Le temps, en fin de compte, a tranché en faveur de Lonsdale. Réhabilité, reconnu, il incarne l'image d'un officier resté digne dans la défaite. Le Seal, lui, repose disparu, mais son épopée continue de résonner comme une parabole sur la guerre, mélange d'héroïsme, de douleur et de rédemption.